Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous partager aujourd'hui quelques constats et quelques réflexions relativement à l'engagement des usagers dans les soins et l'organisation des soins que j'ai pu constater au Québec et en France. Et j'aimerais me baser justement sur la période qu'on vit actuellement et de voir comment leur relation d'engagement a changé, a évolué ou pas à travers cette période-là. Et de manière à appliquer aussi d'ailleurs cette réflexion tout autant pour la période de confinement qu'on vient de vivre, mais aussi pour la période de déconfinement qui s'en vient. Et car on voit très bien pointer à l'horizon des décisions, des questionnements qui sont tout aussi complexes, éthiquement, politiquement et médicalement, que ce qu'on a dû vivre jusqu'à présent. Donc, je vais vous présenter quelques constats d'abord sur la situation de mon prisme à moi, et ensuite je vais vous proposer dans une première partie, les différentes personnes ou parties prenantes dont je considère qu'ils ont des savoirs, des compétences et des expériences extrêmement pertinentes à mobiliser et qu'on n'a pas nécessairement mobilisé de manière adéquate pendant cette période-là, ainsi que vous proposer trois angles d'analyse qui permettent d'avoir différents arguments pour justifier la mise en place des conditions de partenariat et donc permettant d'assurer la démocratie en santé. J'aimerais commencer par vous partager deux constats. Deux constats qui, sur la situation actuelle et qui influencent grandement les conditions du partenariat. La première d'entre elles, c'est cette notion d'incertitude. On en entend parler tous les jours, on voit à quel point les informations changent, à quel point les recommandations changent. On ne sait plus laquelle écouter, on ne sait plus s'il faut porter un masque, s'il ne faut pas porter de masque. Et dans cet univers-là, dans cet environnement-là, pardon, la première chose qu'on essaye à faire en tant qu'humain, en tant que citoyen, c'est de retrouver de la certitude. Donc on veut savoir qui a des réponses qui sont un tant soit peu viables, qui a des réponses qui vont tenir un petit peu dans le temps. On a du mal avec ça. Et de ce fait-là, on essaye de chercher les personnes qui ont des réponses, les personnes qui auraient des savoirs plus crédibles que d'autres, des personnes qui sont plus légitimes pour nous partager leur savoir ou leurs réflexions sur le sujet, même dans une période d'incertitude. Et dans le milieu de la santé, souvent, on va se retourner vers les médecins. On pense qu'ils vivent moins d'incertitudes que nous, qu'ils savent mieux comment discriminer les différentes informations, et alors qu'on peut voir que certains d'entre eux sont tout aussi déstabilisés par cette période-là et ont du mal à naviguer à travers la quantité importante d'informations et sa nature changeante. Et on oublie de ce fait-là beaucoup les autres acteurs du soin du quotidien. Notre écosystème de la santé, il tient parce qu'il y a d'autres acteurs que ceux qu'il y a dans les hôpitaux et qu'il y a d'autres acteurs que uniquement les médecins. On se retrouve avec d'autres professionnels de santé, comme des aides-soignantes, comme des kinésithérapeutes, mais surtout, au quotidien, les décisions de soins et les actes de soins qui sont le plus pris sont pris par des patients ou des proches aidants, par les personnes concernées directement, et notamment aussi en termes d'accompagnement par les associations de patients. Le deuxième commentaire que j'aimerais vous partager, c'est celui relatif à la dimension urgente de la situation. On entend chaque jour nous dire qu'il faut agir vite. Nos collègues à la radio, sur Internet, et quand on baigne dans ces discours-là, c'est vrai qu'il est difficile d'accorder de la valeur ou de trouver important de se créer un espace de délibération, de prendre le temps de discuter avec les autres. Or, l'importance dans une période de crise, ce n'est pas nécessairement ou uniquement d'agir vite, mais également d'agir de manière adéquate, c'est-à-dire d'agir de manière pertinente. J'aimerais maintenant vous présenter quatre catégories de personnes que je pense tout à fait pertinentes à mobiliser en période de crise épidémique. La première d'entre elles, la première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont vécu de manière directe et concrète le Covid, c'est-à-dire celles qui ont été infectées par le virus et qui ont développé la maladie associée. On a d'un côté les personnes qui sont restées chez elles, à domicile, et qui ont dû apprendre au quotidien à gérer cette maladie-là, son évolution, sans comprendre vraiment si c'était grave, pas grave, à quel moment elles devaient aller à l'hôpital. Certaines avaient peu ou pas d'accompagnement médical, ou certaines d'elles-mêmes se freinaient et n'appelaient pas les numéros à la disposition de peur de gêner les professionnels de santé qui étaient mobilisés justement sur le terrain, et qui ont aussi dû apprendre à gérer le stress de leurs proches, ou gérer le stress de leur employeur, ou les autres personnes qui leur sont chères. Et de ce fait-là, ces périodes-là traversent une expérience qui est source d'apprentissage. Donc ça, c'est un premier public avec lequel on pourrait travailler. Mais ça, c'est que ceux qui sont à la maison. On a aussi ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont eu des soins, qui ont été hospitalisés, pas nécessairement en réanimation, mais les périodes qui ont les patients, les usagers au sens large, qui ont eu une expérience de soins à l'intérieur des établissements pour le Covid. Ces personnes-là ont une expérience patient, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le thème consacré, avec laquelle on pourrait travailler. On a beaucoup d'outils aujourd'hui disponibles, des méthodologies pour aller capter cette expérience-là, pour la travailler et l'utiliser de manière à améliorer nos stratégies de soins pour la suite. Ces personnes-là ont donc acquis, elles aussi, une expérience extrêmement pertinente.
La deuxième catégorie de personnes tout à fait pertinentes à mobiliser dans un tel contexte, c'est tout simplement les patients. C'est-à-dire ceux qui ont déjà une expérience de vie avec la maladie. Peut-être pas la totalité d'entre eux, mais il y a une partie non négligeable d'entre eux qui savent, qui ont déjà fait face à ces contextes d'incertitude, que ce soit par rapport à la vie, de manière générale, mais ceux qui ont déjà fait face à des contextes d'incertitude relativement au contexte d'approvisionnement en médicaments, par exemple. Ou on peut prendre d'autres exemples comme des patients qui ont un système immunitaire fragilisé, qui sont immunosupprimés, ce qu'on peut appeler, et qui ont déjà mis en place des pratiques, qui ont déjà réorganisé leur vie de manière à limiter certaines infections, de travailler en prévention sur les infections. On en a d'autres aussi qui, et là ils sont nombreux, notamment dans les proches aidants, et des patients, qui font de l'accompagnement entre pairs. C'est-à-dire qui, dans ce contexte-là, pourraient être mobilisés pour faire la transition entre quand on a un système de la santé qui va se mobiliser beaucoup sur certains patients, va être habitué à accompagner d'autres patients pour qui il y aura eu des annulations, des reports de certains soins ou certaines interventions. On peut compter sur eux, c'est en complémentarité avec eux qu'on pourrait travailler. Donc, toutes ces personnes-là qu'on vient de citer, cette deuxième catégorie, ont des savoirs, ont des compétences, ont des expériences qui sont tout à fait pertinentes à mobiliser pour nous collectivement. La troisième catégorie de personnes pertinentes à mobiliser dans un tel contexte, ce sont les personnes qui travaillent dans les associations de patients ou dans les associations d'usagers du système de santé au sens large. Notamment, de par leur rôle, elles vont se retrouver à recevoir chaque jour des courriels, des appels téléphoniques de parents, de personnes elles-mêmes atteintes de maladies chroniques ou de personnes, par exemple, accompagnant certains enfants ou proches en situation de handicap et qui leur remontent, qui leur partagent l'expérience de certains enjeux au quotidien, de certains enjeux dans le soin, dans l'accès aux soins, et qui vont par exemple leur permettre d'agréger ces différents enjeux identifiés par les communautés d'usagers et de patients et de proches, de manière à ce qu'on puisse cartographier, qu'on puisse quantifier, qu'on puisse qualifier l'ensemble des enjeux propres aux différentes trajectoires de soins dans le système de santé. Et enfin, le quatrième, les citoyens au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens français, notamment du fait que les décisions que nous prenons actuellement dans le cadre de la santé publique, ce sont des décisions que je considère fondamentalement politiques. Quand on décide ensemble la manière dont on va allouer nos ressources collectives, ce n'est pas une décision purement technique. C'est une décision qui dépend de notre éthique, de nos valeurs, et il est important de démocratiser le plus possible l'accès à cette discussion, de manière à ce que ce ne soit pas une partie extrêmement restreinte des citoyens français qui décide ce qu'on fait avec ces ressources collectives. Je viens donc de vous présenter 4 catégories de personnes dont les savoirs, les compétences et les expériences sont tout à fait pertinentes à mobiliser en période de crise. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que la majorité des représentants d'usagers dans les commissions des usagers des établissements de santé, la majorité des représentants des familles dans les conseils de vie sociale des, des établissements pour personnes âgées, que ce soit les EHPAD en France ou les CHSLD au Québec, la majorité des patients experts dans les programmes d'éducation thérapeutique et de nombreux autres patients engagés dans les soins et l'organisation des soins n'ont pas été sollicités et n'ont pas été mobilisés dans cette période de crise-là. Alors qu'on l'a déjà dit en amont, sur le plan stratégique, il est essentiel, comme fonction d'amélioration continue, de mobiliser ces savoirs-là. Je vous propose maintenant de considérer 3 dimensions, 3 plans d'analyse distincts, mais qui légitiment tous la légitimité du partenariat dans un tel contexte. La première dimension, le premier plan, c'est celui médical. Le fondement du partenariat patient, en tout cas dans la conception du modèle de Montréal, c'est qu'une décision médicale n'est optimale que, ou en tout cas si et seulement si, les savoirs biomédicaux sont mobilisés de manière complémentaire avec les savoirs de la vie avec la maladie. Dans ce contexte-là, actuellement, si on ne travaille pas en partenariat, on prend des décisions qui répondent essentiellement à des besoins qui sont ceux que l'on suppute, ceux que l'on pense être ceux du patient ou de ses proches. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision pour le bien-être du patient, pour le patient, mais pas avec lui. Si on reprend l'exemple des patients comme catégorie de partie prenante pertinente à mobiliser tout à l'heure, on l'a déjà dit, ils ont des savoirs et des expériences que la majorité, par exemple des professionnels de santé, n'ont pas. Pas parce qu'ils n'ont pas les capacités à les atteindre, mais parce que leur expérience de vie ne leur a pas permis d'être dans les mêmes contextes d'apprentissage, de faire face aux mêmes expériences. Imaginez les savoirs et les compétences pertinentes qu'ont des patients qui ont déjà eu l'expérience, par exemple, de l'isolement social, des gens qui ont eu des graves accidents, qui ont des enjeux de santé mentale, qui ont eu des gros traitements à suivre pendant de longs moments et qui ont déjà, de ce fait-là, dû réorganiser leur vie sociale de manière à faire face à la complexité de l'isolement social.
Imaginez, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont déjà de l'expérience de précédentes épidémies, comme celle du H1N1, comme celle du sida, comme celle du premier SRAS et autres. Imaginez encore une fois la pertinence des savoirs des patients qui ont déjà accompagné au deuil plusieurs autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans les associations de patients qui accompagnent des dizaines de personnes par année à passer à travers cette expérience du deuil. Dans le contexte actuel où certains ne s'y étaient pas préparés, imaginez comment on a besoin collectivement de personnes qui sont capables de les accompagner à travers un événement qu'ils n'avaient absolument pas prévu et pour lequel, de ce fait-là, ils n'ont pas commencé à se préparer. Imaginez également la pertinence des savoirs et des compétences des patients qui, au sein des associations notamment, ont appris et ont fait l'expérience de l'action collective, qui ont vu comment évoluer un groupe, sa manière de s'organiser dans de telles périodes. On est capable justement de bénéficier de leur savoir et de leurs compétences pour nous repenser la manière dont on réorganise les soins actuellement. La troisième dimension qui est essentielle à mentionner, c'est la dimension politique. On nous présente au quotidien principalement les informations sous le prisme scientifique, comme si toutes ces décisions-là n'incluaient pas un jugement arbitraire, éthique et politique qui correspond à nos valeurs individuelles et collectives. Et de ce fait-là, ce que je vous propose, c'est de repolitiser ces décisions-là. On voit par exemple la question du tri. Vous en avez entendu, on en a beaucoup parlé dans l'espace public. Dans un cas de surcharge aux soins intensifs, on peut se retrouver, ou on aurait pu se trouver dans des situations où il a fallu choisir entre certaines personnes pour savoir lesquelles devraient avoir accès aux lits de soins intensifs si on se retrouve dans un contexte de pénurie. On a de la chance, dans la majorité des cas en France, on ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là. Mais les professionnels de la santé ont pris les devants et se sont dit, si on arrive dans une telle situation, que faisons-nous? Sur quels critères nous appuyer pour faire ce choix-là? Et dans ce cas-là, on peut tout à fait faire un travail scientifique, objectif, comparer les âges, comparer l'espérance de vie, comparer les chances de survie associées aux différentes pathologies ou états de santé généraux de ces différentes personnes. Sauf qu'à un moment embarquent d'autres valeurs, qu'elles soient individuelles, des gens qui sont autour de la table, et collectives, comme, je sais pas, on pourrait voir notre rapport des fois à l'agisme, où on considère que les personnes âgées nécessairement devraient être sacrifiées en premier au bénéfice des jeunes, ou que des personnes qui sont responsables de leur état de santé parce que eux-mêmes ne feraient pas attention, de ce fait-là, ces personnes mériteraient moins d'être sauvées que d'autres. Donc on se rend compte que dans ces contextes-là et pour ces choix-là, ce sont des décisions qui sont avant tout éthiques et politiques pour lesquelles on peut mobiliser la science pour nous éclairer et nous aider à cheminer là-dedans. Mais il ne faut pas nier qu'il y a fondamentalement ce plan d'analyse à considérer. Pour conclure, j'aimerais revenir sur la manière dont on considère souvent le partenariat, à savoir comme un petit plus, comme la cerise sur le sundae, comme on dirait au Québec, ou la cerise sur le gâteau, comme on dit en France. Alors que ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que justement, en période de crise, et encore plus en période de crise, la seule manière de prendre des décisions médicales, d'agir médicalement, d'agir pour le soin de manière adéquate et appropriée, c'est de le faire en partenariat. C'est la seule manière de respecter le projet de vie de la personne et ses valeurs, et de respecter nos valeurs collectives. Et sur le plan politique, donc de l'action collective, c'est aussi la seule manière de faire des choix démocratiques. Car même si nous avons très bien fait, en tout cas les membres du gouvernement ont très bien fait d'agir avec un principe de précaution, l'avantage de la démocratie en santé, c'est qu'il permet également d'arbitrer le principe de proportionnalité.